Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus assister à cette nouvelle conférence organisée conjointement entre Place au Débat et l'association Volontaire, association écologiste de l'IEP. Alors, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Joël Labbé. Merci tout d'abord d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'avance également pour les propos et les échanges que nous tiendrons qui sont, j'en suis sûr, très enrichissants, à la fois pour nous et pour les étudiants et étudiantes qui sont venus nous voir, ainsi que les personnes de l'extérieur. Alors, M. Labbé, vous étiez sénateur, vous êtes écologiste depuis belle lurette, si je puis dire. Vous avez fait notamment de la lutte contre les pesticides votre cheval de guerre, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, d'où le titre à l'avenir sans pesticides de la conférence, puisque c'est une problématique particulièrement actuelle au vu des débats et des évolutions de la réglementation européenne, notamment sur le glyphosate. Dans cette optique de combat contre les pesticides, vous avez fait paraître un livre, L'Utopie et la vie, le combat d'un sénateur breton contre les pesticides, paru en avril 2023 aux éditions Actes Sud, et qui retrace globalement votre long parcours politique. Ce parcours politique, justement, il est très fourni. Vous n'avez pas seulement été sénateur, mais vous avez également été conseiller général et maire de la commune de Saint-Nolff, j'espère que c'est bien prononcé, je ne suis pas breton, et vous vous êtes notamment fait connaître lors de votre carrière législative et parlementaire pour votre engagement contre les néonicotinoïdes, qui sont un type de composés chimiques nocifs, et vous êtes à l'origine de fait d'une loi pour les interdire dans certains cadres, dite loi Labbé. Vous êtes également opposé au lobbying du secteur de l'agrochimie en 2016 notamment, et vous avez consciemment choisi de quitter le parti Europe Écologie Les Verts, EELV, jusqu'aux élections sénatoriales de 2023. Vous avez marqué le Sénat et les institutions politiques par votre fougue et votre combativité et par vos passions, et j'en suis sûr, vous en parlerez et vous en ferez état ce soir. Alors, chers étudiants, chères étudiantes, merci à nouveau d'être venus, et maintenant, place au débat. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous dire que je suis vraiment très heureux d'être ici. Je ne suis plus sénateur depuis 2 mois. J'ai fait 12 ans de Sénat, on ne parlera tout à l'heure. Et parce que j'ai choisi, je viens d'avoir 71 ans, donc j'ai choisi depuis 1 an de quitter le Sénat, de quitter la vie politique. Mais de ne pas quitter mon côté militant, parce qu'on ne peut pas s'en défaire comme ça lorsqu'on a des convictions. Et un des moyens de continuer, c'est de transmettre et de parler avec les gens, avec tout le public. Alors, je suis pas mal demandé maintenant en conférence, comme le format de ce soir, soit pour tout public, soit des militants, mais soit des collégiens, des lycéens, des étudiants comme vous. Et le fait de transmettre, pour moi, est important, parce que c'est une page qui se tourne, mais elle n'est pas fermée. Et en ce moment, alors l'intitulé Place au débat, il a pleinement il porte bien ce qu'il faut faire actuellement, parce qu'il est absolument nécessaire de débattre, et de débattre d'une manière la plus ouverte possible, parce que c'est pas nouveau, la société va bien de travers, la planète aussi. Je vous en parlerai tout à l'heure. Moi, je reste optimiste, très optimiste, mais d'un optimisme combatif. Si on baisse les bras ou si on se lamente, on ne va pas y arriver, mais j'en parlerai aussi tout à l'heure. D'où l'intérêt de la question du débat. Je voulais parler de l'autre association, son intitulé c'est Volontaire. Et Volontaire, Volontaire c'est pas mal non plus. Donc voilà, donc je suis heureux de me retrouver parmi vous. J'étais pas programmé pour la politique, moi. J'ai pas fait de formation pour cela. J'ai grandi dans une petite ferme en Bretagne, à l'époque où c'était avant les produits, comme ils disaient pudiquement les gens de la campagne. Les produits sont arrivés, donc ce sont les gros pesticides, mais aussi le gros matériel agricole, les fermes qui sont devenues immenses, la monoculture, et puis, on le sait depuis longtemps, la chute gravissime de la biodiversité, et puis aussi l'impact par rapport au climat, le règlement climatique. Donc moi je me suis imprégné, sans m'en rendre compte, j'étais tout petit, de ce qu'était la vie du sol,
la biodiversité ordinaire, parmi laquelle on vivait, tous ces équilibres à l'époque qui fonctionnaient bien. Alors je ne veux surtout pas être passéiste, depuis il y a eu du progrès, et heureusement, parce que la vie était très très compliquée à la campagne, mais ce progrès, si on avait gardé que le bon côté, ça aurait été magnifique, mais on n'a pas gardé que le bon côté, et il y a des effets pervers dont on paye le prix fort aujourd'hui. Cela pour dire que j'ai grandi comme un écolo, mais sans le savoir, dans un milieu naturel, tout ça. J'ai été frappé, alors c'était il y a bien longtemps, 1974, c'était la première fois où j'allais voter, la majorité était à 21 ans à l'époque, et complètement par hasard, parce que la politique c'était loin de moi, je découvre un candidat qui s'appelle René Dumont, c'était le premier candidat écolo de toute l'histoire de la France. Je l'entends et je me dis, mais c'est celui-là qui a raison. Et je me suis intéressé à ce qu'il a fait à la suite et à son livre qu'il avait écrit à l'époque, L'utopie ou la mort. Si on ne va pas vers nos utopies, alors l'utopie c'est le véritable changement qui était nécessaire déjà à l'époque, ce sera la mort. Hélas, il a eu raison, c'est pas la mort, mais ça va mal. Et d'où le titre du livre dont je parlais aussi tout à l'heure, L'utopie et la vie, parce que moi je suis un utopiste revendiqué, et je le suis pour toujours, et justement l'utopie pour aller vers la vie et se dire que le seul objectif que l'on doit avoir, c'est la vie, et derrière la vie c'est toute la biodiversité, mais aussi la vie humaine, la santé humaine. Voilà, je passe sur les détails. 1977, on vient me chercher sur ma commune de Saint-Nolff pour compléter une liste pour les municipales. C'était pas mon truc, j'étais déjà papa de 3 enfants. Et ils ont insisté, et puis j'y suis allé. Il se trouve que j'étais le mieux élu de tous les candidats, parce que c'était uninominal. Et de ce fait, je me suis retrouvé adjoint au maire, sans que c'était prévu. Alors adjoint la jeunesse, les sports, l'environnement, la vie culturelle, enfin, j'avais plein de choses où je me suis bien éclaté pour faire avancer les choses avec un maire qui était quelqu'un de particulièrement ouvert. Donc je me suis bien exprimé pendant ces temps-là, j'ai fait 2 mandats d'adjoint et ça s'est bien passé. Et le maire en question, qui était une vraie personnalité que j'appréciais beaucoup, il est décédé, il a été remplacé par quelqu'un que je n'appréciais pas du tout, et il ne m'appréciait pas du tout non plus. C'était assez dur à vivre, donc je suis passé dans l'opposition en me disant, bon, je finis ce mandat et la politique c'est pas pour moi, je ferai autre chose après. Ça c'était 1988. Mais en 1992, il y a eu le premier sommet de Rio. D'ailleurs, on en est ces jours-ci, un nouveau sommet. Ce premier sommet de Rio, pour la première fois, les chefs d'État réunis tiraient la sonnette d'alarme sur l'état de la planète et la nécessité d'une évolution qui soit différente que celle qui était en route. Et notamment, ils avaient réfléchi au fait que les choses ne pouvaient pas venir que du haut, qui avait nécessité pour les populations de s'approprier ces questions-là. C'est là où la notion de développement durable est arrivée. Et ils ont imaginé un concept qui s'appelle l'Agenda 21. Ils ont proposé à ce que toutes les collectivités locales s'inscrivent dans une démarche Agenda 21. La démarche Agenda 21, c'est dans une collectivité, toutes les décisions qui sont prises sont sous l'angle du développement durable. Ne pas prendre des décisions qui seraient contraires au développement durable. J'avais été très marqué par ça. J'ai lu, je me suis renseigné comment pouvaient fonctionner les choses. Et là, je me suis dit, bon, j'avais décidé d'arrêter la politique, mais ça vaut le coup quand même de monter une équipe et de se présenter aux élections prochaines. J'avais aucune chance d'être élu, et finalement, j'ai été élu quand même. Voilà, avec mon look, avec moi. Donc c'était étonnant, les journaux, un nouveau maire,
écolo, atypique et rock'n'roll. C'était les qualificatifs que j'assumais complètement. Donc ça ne me dérangeait pas. Donc on s'est retrouvé à la tête de la mairie en 95. Beaucoup disaient ça va durer 6 mois parce qu'ils vont vider les caisses et tout. Voilà. Il se trouve que j'avais été adjoint pendant pas mal de temps et j'avais vu comment fonctionnait la collectivité. Et à mes copains qui disaient on va faire ceci, on va faire cela, je les ai calmés, je leur dis attendez, on va d'abord démontrer qu'on est capable de faire aussi bien que les autres sur le fonctionnement des écoles, de l'assainissement, enfin tout ce qui est du ressort de la commune. Et puis en 1997, 2 ans après, les choses tournaient bien, donc là on a pris une autre dimension. On a déclaré notre territoire mondial en adhérant, en adoptant la charte des communes du monde. Alors j'étais citoyen du monde, la charte des communes du monde, c'est faire en sorte que les communes, unies les unes aux autres, prennent des décisions qui aillent en faveur de la paix sur la planète, du respect des ressources et tout cela, du lien direct avec les agendas 21. Alors ça avait valu beaucoup de débats parce que l'opposition disait mais c'est quoi ça, on est ici pour s'occuper des affaires de la commune, pas s'occuper des affaires de la planète, donc j'en prenais plein la figure. Mon équipe, certains doutaient, donc j'ai assisté et puis on est devenu commune du monde, au moment où j'aime la musique. On avait un grand terrain et je m'étais dit ce serait bien qu'on organise un vrai festival qui soit un festival militant. Et on a lancé un grand festival, il y avait 17 000 personnes dès la première édition. Et un festival que je voulais... il y a la musique, et la musique, vous le savez bien, c'est extrêmement fédérateur, mais pas que, donc mettre à côté un village associatif et avoir des prises de parole, de position des artistes militants, c'était pas un festival neutre. Et en se disant, les jeunes, on les réunit, ils sont contents par rapport à la musique, on ne leur met pas du bourrage de crâne, seulement on distille certaines idées, certains idéaux qui sont à même d'entendre et de comprendre. Donc voilà, donc, il y a eu tout ça. 2001, je suis réélu maire, je suis candidat au conseil départemental, au conseil général à l'époque. Je suis élu conseiller général, ce n'était pas prévu, je n'étais pas content du travail du conseiller général, donc j'avais été candidat, j'avais été élu. Et c'est après qu'on a pu véritablement s'engager en agenda 21. Et là, alors l'agenda 21, ça donne un cadre global à toutes nos politiques. Et on avait travaillé là-dessus, j'avais provoqué une culture du débat. Chaque mois, il y avait un débat sur un sujet de société dans la commune. Et je souhaitais que le plus grand nombre des personnes de la population viennent pour qu'ils s'approprient ces questionnements-là. Parce que l'idée de vouloir avancer, parce que l'agenda 21 à l'époque c'était extrêmement avancé, l'idée de vouloir avancer, si on laisse une partie de la population derrière, on ne va pas y arriver. C'est aussi des sujets auxquels on peut réfléchir maintenant. Et donc ça avait plutôt bien marché. Et la première des grandes décisions que l'on a prises dans le cadre de l'agenda 21, ça a été de se passer des pesticides sur tous les espaces publics de la commune. Ça peut paraître banal maintenant, à l'époque c'était un peu révolutionnaire et là encore j'en ai pris plein la figure. D'abord il avait fallu convaincre pour qu'on puisse trouver une majorité, mais sur les trottoirs qui n'étaient pas propres, selon la culture de la propreté que beaucoup de personnes avaient parce que c'était dans la culture. Et donc là on avait aussi communiqué là-dessus. Et alors, il y a eu cette grande décision et aussi la décision de construire une éco-cité. Alors à cette époque, c'était 2006, une éco-cité, 130 logements, une éco-cité dans laquelle la voiture n'entre pas, uniquement des venelles et tout ça. Donc ça aussi, ça prêtait à débat et à critique. Et on me disait, tu vas trop loin Joël, en 2008, on ne sera pas élu. Et puis j'ai été réélu en 2008 parce qu'on avait beaucoup communiqué sur le pourquoi on faisait ça. Et une partie de la population, notamment la jeune population, non seulement ils n'étaient pas neutres, mais ils étaient tout contents d'être sur une commune comme celle-là et fiers d'être de cette commune. Je le dis avec toute simplicité, mais ça j'en étais drôlement content et ça explique le fait qu'il y avait une vraie dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est ensuite que ça s'est corsé et j'ai mal tourné. Yannick Jadot, alors notre festival était militant, on travaillait avec Greenpeace,
Et à l'époque, 2006, Yannick Jadot était directeur. Tout le monde connaît Yannick Jadot. Oui. Yannick Jadot était directeur des campagnes de Greenpeace. Et puis il vient sur le festival, on se rencontre, on voit des coups, on sympathise. Il me dit mais c'est fantastique, tout ce que tu fais ici, c'est ce que nous, on essaie de promouvoir un peu partout. Il me dit je vais être candidat, j'étais désigné pour être candidat aux élections européennes, ça serait bien que tu viennes sur ma liste. Et moi j'ai dit non écoute, moi je suis local, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas mon truc. Et il insiste, j'y vais à une position non éligible, mais je le fais à la campagne avec lui. Je trouve ça à ce niveau-là drôlement intéressant parce que je me rends compte aussi que dans mon travail de maire, il y a un moment, on était coincé parce que ça ne bougeait pas plus haut. Alors j'avais eu deux choses auxquelles j'avais participé auprès du ministère de l'Environnement. Comme j'avais été identifié, on m'avait demandé d'intégrer le comité de pilotage national Agenda 21. C'était très intéressant pour moi. Et puis le comité de pilotage des écocités. Donc les grosses choses que j'avais faites sur cela, on me demande au national d'aller participer à des réflexions communes. Évidemment, ça m'intéressait. Donc Yannick arrive avec sa proposition, je fais la campagne, et puis je trouve ça intéressant. Et un peu après, il me dit il va y avoir les élections sénatoriales, ça pourrait vraiment être bien que tu sois le candidat des écolos sur le département du Morbihan. Et là, j'avais réfléchi, je me suis dit il y a peu de chance, mais je vais quand même y aller. Donc avec son soutien, je fais ça. Et puis au résultat des courses, le Morbihan est un département plutôt conservateur. Et on avait une liste avec 3 candidats de gauche, une socialiste sortante, un communiste et un écolo. Et on a été élus tous les 3. Grosse surprise, et on a fait basculer le Sénat à gauche pour la première fois de son histoire. Et moi, il y avait 9 écolos d'assurés, il fallait 10 pour faire un groupe. Et moi, j'arrivais le 10e surprise, et du coup, on a eu le premier groupe écolo du Sénat. Voilà, donc j'ai débarqué là-dedans. Alors, ça va vous faire sourire sûrement parce que j'y connaissais pas grand-chose. Je connaissais la politique locale, le terrain je connaissais, et je connaissais vraiment bien, j'en étais imprégné. Par contre le national, je n'avais pas vraiment tout préparé, et donc je débarque. Et alors oui, quand il y a eu un fait marquant, lorsque j'arrive, au bout de 3 jours, Joël, qui est à la commission des affaires économiques pour les écolos, c'est toi qui dois parler des ports et des voies navigables. Et bon. Alors, je venais de recruter une collaboratrice. Bon, les collaborateurs et collaboratrices parlementaires, vous connaissez leur fonction et tout. Et le côté extrêmement important qu'ont les équipes de collaboratrices et collaborateurs pour les sénatrices et sénateurs. Et je venais de recruter depuis 2 jours une collaboratrice qui s'appelle Élodie. Et elle me dit bon, je vais vous préparer un texte d'intervention, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je lis son texte, je me dis c'est magnifique, technique, ça correspondait à ce que je voulais dire, mais c'était hyper bien mis en forme et tout ça. Et donc elle était contente. Et je lui dis par contre, l'introduction, je vais la garder pour moi. Je lui dis mais si vous voulez, c'était moi le patron de toute façon. Et j'écris mon introduction, puis elle me dit non, mais là vous ne pouvez pas lire ça ici, vous allez vous faire marginaliser tout de suite. Et tout. Donc elle me déstabilise, mais elle était sincère, parce que quand un sénateur ou une sénatrice va de travers, son équipe est visée derrière. Donc elle n'en était pas bien. Donc elle me déstabilise, et avant de monter à la tribune, pour la première fois, j'avais mes 2 textes. Et au dernier moment, je me dis, si je ne vais pas m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer, je suis mal parti. D'autant plus que j'avais un corps de texte qui était vraiment très bien. Donc j'arrive à la tribune et je dis, voilà, je suis très, très heureux et très impressionné et très honoré d'être ici. On va parler des ports et des voies navigables, mais au préalable, je voudrais vous dire, quand j'ai monté pour la première fois le grand escalier d'honneur, j'ai entendu une petite musique qui ne m'a pas quitté depuis. C'était The Times They Are Changing de Bob Dylan.
Alors là, les gens, le ministre lève les bras au ciel, qu'est-ce que c'est que celui-là, qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Donc j'explique que Bob Dylan, c'était il y a 40 ans qu'il chantait ça. Il espérait le changement, tout comme le Club de Rome à l'époque, les scientifiques. Alors je leur dis, les poètes comme les scientifiques, ça fait 40 ans qu'ils disent qu'il faut qu'on change, et on n'a pas changé grand-chose depuis, et j'espère bien maintenant que ça va changer. Donc je m'attire pas mal les foudres, les ricanements, tout ça. Mais le soir, Public Sénat vient me voir pour dire c'est la première fois qu'un sénateur parle comme ça. On voudrait vous avoir aux infos ce soir. Donc j'y suis allé. Du coup, ça m'a donné un coup de projecteur que je n'avais pas cherché. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que en politique, la médiatisation des choses a son importance lorsqu'on veut faire avancer les choses. Non pas pour faire du buzz, mais justement pour faire avancer les idées. Suite à cela, alors, il y a eu toute une période où j'ai morflé. D'abord, il y en a qui me regardaient quand même. C'est plutôt bienveillant, c'est là. C'est une chambre où la bienveillance est de mise. Mais malgré tout, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas beaucoup qu'on marche de travers et qui me regardaient de travers, justement. Et moi, ne connaissant pas l'école, alors il y a eu d'autres textes, des participations en commission et tout, je débarquais, j'étais fatigué. Et il y a eu des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompé, j'aurais jamais dû y aller. Et il y a des fois en séance, j'avais des choses à dire, je n'osais même plus lever la main, je me dis, ils vont encore se moquer de moi. Je ne levais pas la main, après je ne pouvais pas dormir en disant, mais t'as pas lieu d'être là. Enfin, je me le disais à moi tout seul, mais je vous le dis parce que c'était lui. Au fil du temps, moi j'ai travaillé, j'ai appris comment ça les choses, et arrive une mission d'information. Je ne savais pas que ça existait, une mission d'information. Une mission d'information, alors une mission d'information, c'est un thème défini, et d'une manière pluripolitique, avec des représentants de chacun des partis, on mène des investigations sur tous les aspects du sujet. Et ensuite, il y a un rapport qui est rédigé avec des recommandations. Donc je découvre ça, en tant qu'écolo, je me retrouve vice-président de la mission d'information, et c'était une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Sur ma commune, il y avait eu cette décision qui avait été prise, mais j'avais aussi creusé la question des pesticides pour bien m'en imprégner, et pour moi c'était une aubaine cette mission d'information. Et donc on a, pendant 6 mois de travail, et on a auditionné des scientifiques, le corps médical, des agriculteurs qui utilisaient les pesticides, certains qui en étaient malades, des agriculteurs bio qui n'utilisent pas les pesticides et qui démontraient qu'on peut faire sans les pesticides, les fabricants de pesticides, enfin c'était la totale. Et puis des scientifiques comme Jean-Marie Pelt, par exemple, qui se pose là, qui nous dit cette histoire des pesticides, il faut s'en sortir au plus vite parce qu'on va le payer cher. Jean-Marie Pelt, voilà, et tout le monde entend les mêmes choses. Une médecin cancérologue de Bordeaux qui dit voilà, moi je suis médecin cancérologue, j'ai dû me spécialiser dans le cancer de la vessie, qui est le cancer du vigneron, tellement il y en a ici. On entend tout ça. Un chirurgien pédiatre de Lille qui nous dit voilà, moi je suis chirurgien pédiatre, je me suis spécialisé dans les malformations des nourrissons, tellement il y en a, et lié aussi aux pesticides sur les champs de betteraves et tout. Alors, moi j'étais pas content d'entendre ça. Par contre, j'étais conforté dans mes convictions, et je m'étais dit on va pas en rester là. Un petit peu avant la fin, mais j'étais dans le doute, je ne savais pas comment faire ni quoi faire suite à ça. Et il y a alors, administrateur du Sénat. Les administrateurs du Sénat, ce sont, peut-être certains d'entre vous pourront y être un jour. Je crois que le concours, c'est l'un des plus élevés au niveau français. Donc les administrateurs du Sénat, je les admire, leur qualité intellectuelle, d'organisation et tout ça, mais aussi de mise à disposition de tous les sénatrices et sénateurs, quelle que soit leur tendance. Et il y avait un plus ancien, et par contre ils ont la réserve, ils ne donnent pas leur propre point de vue. Et il y a un plus ancien qui, à la fin de la mission, vient me voir et me dit, monsieur le sénateur, je ne devrais pas vous le dire parce que j'ai le devoir de réserve, mais je vais vous le dire quand même.
quand je vois comment vous vous intéressez à ce sujet, j'espère qu'au moins ce rapport-là, il ne va pas rester dans les placards. Donc, il m'a interpellé, rien que le fait de lire ça, ça m'a encouragé. Je me dis, si quelqu'un d'aussi brillant de ça me dit de faire quelque chose, parce que moi je doutais pas mal, je vais essayer de faire. Alors, la veille de la présentation du rapport, j'avais cogité tout seul dans ma tête, parce que je marche un peu comme ça. Et donc, j'interviens au nom des écolos sur le rapport. Je m'étais débrouillé pour faire en sorte à tempérer mes exigences écolos pour qu'il y ait un vote unanime sur le rapport. Et donc, dans mon propos, je dis, moi j'ai découvert ce qu'était une mission d'information. Vraiment, c'est un outil de travail extraordinaire. On a pu nouer des liens entre nous, et véritablement, ce travail m'intéresse beaucoup. Quant au contenu du rapport, moi, je n'ai pas été surpris, sauf que je ne pensais pas que c'était aussi grave que ça, encore. Et je prends... Alors, c'est là où je prends mes collègues à témoin en disant écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais écrire une proposition de loi visant à interdire les pesticides sur les espaces publics des communes et dans les jardins. J'avais écarté l'agriculture parce que s'il y avait l'agriculture, c'était mort d'avance, il n'y avait pas de majorité. Et donc, tout ce qui est non agricole, on doit pouvoir y aller. Et je leur dis à mes collègues, avec tout ce qu'on a entendu, si ça ne passait pas, ce serait à désespérer du tout. Alors, j'ai descendu de la tribune, j'ai fait mon truc. Et on me dit, Joël, t'es un peu utopiste, c'est pas comme ça que ça marche ici. Il y a l'Europe, enfin la réglementation européenne, il y a les lobbies, mais par contre c'est bien que tu travailles là-dessus, on est là pour ça, mais il ne faut pas rêver. Et là, j'ai un trait de caractère qui fait que je suis tenace et j'essaie de ne pas lâcher. Je suis tenace, mais je suis aussi stratège parce que c'est le côté campagne, là, ou maire de campagne. J'aime bien la stratégie au sens noble du terme. Comment on peut y arriver, non pas par la compromission, mais sans y aller droit dedans en essayant de faire des compromis. C'est ça. Voilà. Et donc je travaille sur le sujet, je relance avec mon équipe des auditions et arrivent des gens qui étaient complètement inattendus. Cathy Bias-Morin, qui est la responsable des espaces verts de la ville de Versailles. Elle m'appelle pour me dire, monsieur le sénateur, je suis tellement heureuse que vous travaillez là-dessus. Moi, à Versailles, j'ai réussi à faire en sorte qu'on n'utilise plus les pesticides et à budget constant. Donc elle le démontrait et elle me dit, si vous voulez, je viens travailler avec vous là-dessus. Moi, c'était une aubaine, parce qu'il y avait un certain nombre de villes plutôt de gauche qui était avancé là-dessus, Nantes, Rennes, Strasbourg, Lyon sans doute, Lyon n'était pas à gauche, si Lyon était à gauche, enfin peu importe. Et puis on n'est pas là à gauche-droite, c'est moi je fais gaffe à ça. Voilà. Toujours est-il que Versailles qui arrive, alors Versailles c'est Versailles, et moi je me dis, je me suis servi comme argument, il y a aussi Versailles, et ce qui est fait à Versailles, c'est absolument exemplaire. Et de ce fait, j'avais Versailles de mon côté, le maire de Versailles était tout heureux aussi, et c'était pas par calcul que je les mettais en avance. Et aussi on disait, l'économie, notamment les jardineries et tout ça, leur équilibre économique ne va plus fonctionner. Donc là, il fallait trouver des arguments. Et alors, il se trouve dans la région ici, l'enseigne botanique, donc enseigne militante, depuis 2008, ils ne vendaient plus de pesticides, ni d'engrais de synthèse. Et c'est eux qui viennent vers moi aussi, on apprend à travailler là-dessus. On est prêt à vous aider pour démontrer qu'on peut faire sans les pesticides aussi dans les jardineries. Et du coup, c'est un certain nombre de choses, de gens comme ça qui sont venus. Je m'étais donné un an, et au bout d'un moment, on a écrit la proposition de loi. Alors sur l'écriture de la proposition de loi, ça va vous intéresser aussi. Alors, on écrit une proposition de loi, alors il y a les idées que l'on veut d'une manière le plus précise possible, mais après il y a les termes législatifs, et que là on n'a pas le droit à l'à peu près. Et au Sénat, là je l'ai découvert aussi, il y a un service qui s'appelle le service de l'initiative parlementaire. Là encore, ce sont des administrateurs extrêmement brillants, donc je vais voir l'initiative parlementaire, je leur dis mon intention. Et ils prennent ça à bras le corps. Alors, ils sont neutres
Mais par contre, on avait un petit peu discuté, ils étaient tout contents de travailler là-dessus. Et donc ils ont fait un travail auprès de l'Europe pour que véritablement le texte soit inattaquable. Et le texte est devenu inattaquable. Ensuite, j'ai fait avec mon groupe les discussions avec les autres groupes politiques, mais moi-même j'ai fait du direct avec tous les sénatrices et sénateurs qui avaient participé à la mission. On était 27 de tous bords politiques. Et j'allais leur dire, bon, là tu peux pas aller voter contre ça. Ah ouais, mais tu comprends, il y a mon groupe politique. Et tout. J'ai dit, non, mais après tout ce que tu as entendu, ah oui, mais oh, écoute, je peux me débrouiller pour qu'on soit quelques-uns à s'abstenir si ça peut faciliter les choses. Donc, et on a fini par arriver à trouver une majorité. On était 10 écolos, 348 sénatrices et sénateurs, donc trouver une majorité, il a fallu ramer. Et donc cette loi a été votée, elle s'est appelée la loi Labbé, je sens que je l'ai cherchée, mais voilà. Alors, sur le côté stratégie, quand ça a discuté, il y a eu les cimetières. Et les cimetières, c'est extrêmement sensible comme lieu de vie, vous le savez bien, tout le monde le sait. Et moi, je m'étais fait avoir en 2009, je reviens sur Saint-Lô, j'étais le maire, et je pars en vacances un peu l'été, je reviens, ma DGS me dit Joël, il faudrait que tu vois telle famille parce qu'il y a eu des obsèques, ils veulent te parler des cimetières. Je suis parti voir le cimetière, je me dis c'était pluvieux, les herbes avaient poussé, mes agents étaient en congé, donc, et c'était catastrophique. Je me dis putain, je ne vais pas être clair. Donc le lundi matin, je les vois, et puis des pleurs et tout ça. Je me dis, c'est excusé, mais on ne peut pas rattraper le coup. Et on me dit, Joël, tu respectes même plus les morts, tu as oublié que ton père est là. Et là, j'ai été touché au plus profond de moi, si bien que quand ça a discuté entre... Et du coup, je n'avais pas repris les pesticides, sauf que j'avais donné des instructions aux agents, vous prenez du personnel intérimaire, mais on se débrouille pour que ça soit toujours nickel, le monument à mort, le cimetière, machin, tout ça. Et quand ça a coincé au Sénat, j'ai fait savoir que le cimetière, on pouvait le laisser de côté. Alors certains me disaient, ouais non, mais tu commences à lâcher. Je dis, bah, il faut savoir ce qu'on veut. S'il y avait les cimetières, il n'y avait plus de majorité. Après, ça a été les terrains de sport, sensibles pour une autre raison. Et donc j'ai aussi écarté les terrains de sport parce que je tenais à avoir une majorité. Et en se disant, bon, tant qu'il n'y aura plus que cela, ça devrait aller. Et donc pour les communes, c'est en 2017 où l'interdiction est tombée. Et pour les jardins domestiques, c'est en 2019. Et pendant ce temps, alors j'avais aussi escompté que les maires, pour beaucoup, n'utiliseraient plus non plus les pesticides dans les cimetières parce qu'ils ne les utilisaient pas ailleurs. Et effectivement, il y a eu un mouvement de maires qui se sont dit on ne va plus les utiliser. Seulement, ce n'est pas simple du tout de remplacer le fameux Roundup, qui est un désherbant total. Et la réponse, c'est la meilleure des réponses, c'est la végétalisation des cimetières. Faire en sorte, puisque les herbes poussent, eh bien on les fait pousser et on les jette. Alors, il y a un sociologue qui a travaillé là-dessus et qui a parlé d'une révolution culturelle en quelques années à cause ou grâce à la loi, puisque culturellement les cimetières étaient extrêmement minéraux et tout nickel. Grâce à la loi, ils sont devenus de plus en plus végétalisés. Et pour ce qui est du recueillement et tout ça, maintenant les gens disent mais dans un milieu végétal, c'est largement aussi bien que le reste. Voilà pour ces sujets. Et en ayant travaillé avec le ministère de l'Environnement, depuis l'année dernière, 2022, on a fait, par voie réglementaire, interdire sur les cimetières et sur les terrains de sport. Donc tout le non-agricole est interdit. Ouais, je ne sais pas comment c'est l'heure là, parce que... Alors, dans les temps, mais on peut lancer les questions. Je n'ai pas tout à fait fini. Allez-y. Par contre, parce qu'on pourrait penser que ça, parce que ça c'est la loi Labbé, donc je tiens à en parler, mais j'ai aussi travaillé sur les questions agricoles et alimentaires. Et évidemment, sur les questions agricoles, en tant que anti-pesticides, pour dire les choses telles qu'elles sont, j'ai soutenu l'agriculture qui n'utilise pas les pesticides, l'agriculture biologique.
Donc longtemps, tout le temps, chaque fois que j'ai pu, et l'agriculture biologique, on pourra en débattre tout à l'heure, reste le parent pauvre de la politique agricole française et européenne. On pourra en parler. J'ai travaillé sur les pesticides néonicotinoïdes qui étaient évoqués tout à l'heure. Petit détail, c'était un chercheur scientifique du CNRS d'Orléans, enfin, peu importe, il s'appelle Jean-Marc Bonmatin, et c'est le grand spécialiste au niveau mondial de l'impact des pesticides néonicotinoïdes sur les abeilles. Et c'est véritablement une catastrophe, une hécatombe. Et il était venu me voir, apprenant ce que je faisais, il me dit que ce serait bien de faire quelque chose. Et on avait décidé de faire une résolution européenne, comme ça dépendait de l'Europe. Et on a travaillé sur cette résolution, qui était bien travaillée, j'étais content et tout. Et je présente la résolution en séance. Et puis, donc, j'avais appris que je n'aurais pas de majorité. Mais je me dis, avec mes arguments, comme j'étais naïf, avec mes arguments, je vais arriver à les convaincre. Au bout d'un moment, il y en a qui se mettent à se moquer de moi. Donc là, je peux être coléreux. Et je me suis arrêté, j'ai enlevé ma cravate et j'aurais dit, je ne prendrai plus. Ici, la cravate, c'est dans les codes, je n'en portais pas avant. Mais maintenant, vous êtes tellement méprisant que je ne la porterai plus. Enfin, ça avait fait du bruit, les caméras de télé et tout. Je me disais que j'ai dû faire une connerie. Mais en fait, les caméras sont allées voir ce qu'il y avait derrière la cravate, c'était la santé des abeilles et c'était ces pesticides néonicotinoïdes dont personne n'avait parlé jusque-là. Donc on a continué à travailler là-dessus. Ils ont été interdits dans le cadre de la loi biodiversité en 2016, la loi biodiversité. Après, ils sont revenus, les épisodes de la jaunisse, de la betterave, ils ont réussi à les faire revenir. On les a encore contre-attaqués, on était minoritaires. Et c'est une institution européenne, la Cour de justice européenne, qui a interdit la dérogation. Et donc ça, c'est réglé maintenant. Mais on pourra parler de tous les autres pesticides, parce qu'il y a un vrai sujet. Mais je crois que j'ai dit assez pour le moment, c'est vous qui allez avoir la parole. Merci beaucoup, Monsieur Labbé, pour votre présentation. Vous avez l'air d'avoir un vrai parcours de combattant. Alors, notre première question, elle reprend là où vous êtes arrêté, donc sur votre loi Labbé. Et on vous demande quels sont les principaux défis auxquels vous avez dû faire face quand vous avez présenté ce projet de loi. Alors, d'abord au niveau politique global, puisque c'était un peu révolutionnaire que d'aller faire ça. Donc beaucoup des collègues, Joël Labbé, il se fait plaisir, mais comme plein de débats que l'on peut avoir, hein, parce qu'on en a plein, et des débats qui sont légitimes, on ne trouve pas de majorité. Donc là, certains n'ont pas pris au sérieux, d'une part. Les lobbies étaient au taquet, mais pas tant que ça parce que j'avais écarté l'agriculture. S'il y avait eu l'agriculture, là ils étaient. Et par contre, ils ont été au taquet quand même. Et quand je parlais du service de l'initiative parlementaire, une fois que le texte est voté, qui que ce soit peut porter à l'Union européenne, il y a 6 mois, pour casser le texte s'il n'est pas hyper bordé. Donc il avait été hyper bordé parce que j'ai eu la chance de trouver ces super administrateurs-là. Et donc, et quoi d'autre? Non, mais pas d'indécis. Alors, je parlais de stratégie aussi. Pour moi, d'abord, c'est une petite loi. Hein. À la fois, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est déjà ça. Et pour moi, c'est une loi pied dans la porte. Parce qu'on l'a interdit pour des raisons de santé humaine et de biodiversité, mais ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées en agriculture, qui ont le même impact, mais d'une manière beaucoup plus importante encore que sur les espaces publics et les jardins. Voilà, donc ça a été une forme de parcours de combattant, mais extrêmement engageant à mener, parce que j'aime bien les luttes. Enfin, je suis un pacifiste, c'est important de le dire. Par contre, j'aime bien les luttes et j'aime bien la stratégie, comme je le disais, pour y arriver. Et ça, je me suis régalé sur ces manières de faire. Du coup, j'avais une question. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des défis environnementaux auxquels on fait face,
comment vous percevez l'évolution future en matière de réglementation des pesticides dans le cas de la France? Ouais, alors, il y a la France, il y a l'Europe, mais on n'est pas en bonne période là. Il y a eu la position de l'Europe sur le glyphosate, alors que la dernière, ça devait être 2018, la dernière des décisions qui a été prise au niveau de l'Europe, c'était 5 ans. La France avait dit, nous, au bout de 3 ans, on va l'interdire. Et là, on repart pour 10 ans. Alors, sur le côté de la France, parce que la France est absolue, mais sur le côté de la France, il y a un petit peu à dire. À l'époque, Nicolas Hulot était ministre de l'Environnement. Et il fallait donner des gages à Nicolas Hulot. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient annoncé 3 ans. Après, Nicolas est parti pour de tristes raisons, et de sombres raisons. Et donc, la France n'a pas été mieux que les autres. Donc, il y a eu beaucoup d'abstentions comme la France, et puis 3 pays de mémoire, l'Autriche, l'Italie et le Luxembourg. Non, pas l'Italie, c'est une autre encore, la Croatie. Mais il n'y a pas eu que ça. On a moins parlé du règlement pesticide européen. Alors, un règlement global. Et dans la stratégie de diminuer de 50% de l'utilisation des pesticides à l'horizon 2030. Et ce règlement, il a été drôlement travaillé. Alors, ce règlement, je le connaissais bien, parce que j'avais travaillé avec Bruxelles, parce qu'on s'était dit la France est le pays qui est le plus avancé dans les interdictions hors agricole, loi Labbé. Et mon idée, c'était de se dire qu'est-ce que ce serait bien si ça devenait européen. Et donc, j'avais travaillé avec les gens de la Commission européenne qui avaient mis ça, à savoir un périmètre, tout le périmètre de la loi Labbé serait interdit partout sur tous les... Enfin, toute l'Europe, donc tous les pays devaient s'aligner. Et là, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. C'était quoi la question? Non, j'ai répondu à la question. C'était du coup par rapport à l'évolution. Oui, ouais. Alors, eh bien, ça n'évolue pas dans le bon sens. Pas du tout, mais ça ne va pas pouvoir continuer. C'est là où le monde politique majoritaire, parce qu'il y a quand même des politiques qui voudraient être extrêmement volontaristes là-dessus, mais le monde politique majoritaire se trompe complètement et ça va pas pouvoir durer. Notamment, et là je m'adresse à vous, notamment en raison des populations jeunes. Il y en a beaucoup qui disent mais qu'est-ce qu'ils nous foutent? C'est absolument impossible. La biodiversité qui s'effondre, le climat qui s'affole, et on continue quand même. Alors, plein disent mais ça ne peut pas durer. Et donc, alors je ne sais pas comment. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment vont pouvoir évoluer les choses. Il y en a, j'en connais, qui disent il faut que ça pète. Et il faut que ça pète, on l'a vu, par la violence et tout ça. Alors moi, je suis un non-violent définitif. Je me dis, s'il y avait de la violence, et que si ça commence à partir dans des échanges de violence, on est mal parti. Par contre, moi, je crois beaucoup à la non-violence active pour s'opposer à des décisions qui ne sont pas bonnes. Et jouer très collectif, avec la force du collectif qui utilise la non-violence. Mais bon, tout ça se discute, je vais répondre tout à l'heure. Donc je reste optimiste, mais bon, il va falloir se retrousser les manches. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la réglementation actuelle sur les pesticides est suffisante ou s'il faudrait prendre des mesures un petit peu plus coriaces? Oui, il faut, enfin pour moi, il faut carrément prendre des décisions qui soient radicales. La loi qui avait été votée, parce qu'on me le disait, laissons le temps aux maires d'organiser, ils sont élus pour ça, d'organiser l'utilisation raisonnée des pesticides. Et moi je disais, si on n'interdit pas, on ne va pas y arriver. Et on a interdit. Et on est arrivé parce que... Alors, il y a ceux qui ne sont pas contents, c'est certain. Parce que la force de la loi, elle est forcément contraignante pour ceux qui ne sont pas dans cette logique-là. Mais pour moi, la force de la loi est une nécessité absolue dans la
la situation dans laquelle on se trouve. Je le citais habituellement en conclusion, mais je vais quand même le dire. L'abbé Pierre, celui qui a trouvé la meilleure des définitions de la politique selon moi. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je me dis, quand il a dit ça, il a tout dit, quoi. Et alors que les politiques s'y mettent à faire comme ça, mais bon, alors les mesures pour le moment ne sont pas du tout satisfaisantes. Mais si on prend point par point, la question de l'agriculture, pour les pesticides par exemple, c'est énorme. Les enjeux économiques sont énormes. Mais il y a une agriculture biologique qui est demandée par beaucoup de consommateurs. De plus en plus d'agriculteurs souhaiteraient s'engager vers l'agriculture biologique. En école d'agriculture, un jeune sur deux souhaite aller plutôt vers des pratiques agricoles. Seulement, rien n'est mis pour le soutenir. Mais rien de rien. Et pire que ça, les pouvoirs publics, en lien avec... Alors, il y a la FNSEA, tout le monde connaît la FNSEA, le gros syndicat agricole, extrêmement dominant. Oui, le syndicat dominant fait en sorte que toutes les mesures allant vers l'agriculture biologique soient contrées. Par exemple, il y a le label AB, donc de l'agriculture biologique, qui est très visible, que tout le monde connaît, tout le monde comprend. Eh bien, on va dire les pouvoirs publics, en lien avec les lobbies, dont la FNSEA, ont inventé un nouveau label qui est HVE, haute valeur environnementale. Maintenant, sur les produits haute valeur environnementale. Et les gens de bonne foi, quand ils voient ça sur les vins s'y sont beaucoup mis, quand les gens voient ça sur une bouteille de vin ou sur un kilo de beurre, ils se disent, bon, haute valeur environnementale, là on est au summum du summum. Alors que les critères pour l'obtention de ce label sont très 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 minimes et on peut continuer d'utiliser les pesticides en ayant ce label. Donc ça vient concurrencer l'agriculture biologique, c'est scandaleux. Alors, sortir des pesticides, ça voudrait dire aller en masse vers l'agriculture biologique, mais il y a plein d'agriculteurs qui sont conventionnels, qui iraient bien en agriculture biologique, à condition qu'ils puissent retrouver leur compte. On a eu le directeur adjoint de l'INRAE. Alors l'INRAE, Institut National Agricole, et ils ne sont pas révolutionnaires, enfin du moins ils n'étaient pas jusque-là. Ils ont présenté une étude qui vient de sortir en début d'année, qui démontre que pour 2050, dans la mesure où on prend de nouvelles trajectoires, on peut nourrir la France avec de l'agriculture biologique. L'INRAE qui vient nous dire ça, ça suppose la modification du régime alimentaire, passer de 2 tiers animal à 1 tiers végétal, à 2 tiers végétal, 1 tiers animal, avec tous ceux qui deviennent végétariens, il doit y en avoir beaucoup parmi vous. Donc ça, on doit pouvoir y arriver, mais les moyens ne sont pas mis pour cela. Alors il nous explique, le directeur, vous savez, nos moyens pour la recherche sont 4 fois moindres que ceux de Bayer, alors Bayer Monsanto. Donc 4 fois plus de moyens pour leur recherche privée que la recherche publique. Donc autant de sujets, il faut se donner les moyens, on ne se les donne pas. Ça fait partie des colères que j'ai pu pousser parce que c'est pas normal, je trouve pas ça normal. Du coup, en partant du principe qu'en plus des politiques, des militants, de la société civile en général, il y a aussi le rôle des grandes entreprises dans ce domaine-là. Comment justement vous percevez le rôle de ces grandes entreprises, notamment les entreprises agroalimentaires, dans la promotion de pratiques agricoles justement qui seraient respectueuses de l'environnement? Ouais. Alors, il y a un petit secteur agroalimentaire bio. Donc ceux-là, ils se débrouillent pour la traçabilité de leur production et tout ça. Maintenant, les conventionnels. Donc là, il y a du gros agroalimentaire. Et ceux-là, donc, ils sont business, quoi. Ils sont dans une logique de business. Et sur l'agriculture et sur les vaches, il y a une chose, par exemple, que peu de gens savent. On est un pays producteur de volailles, par exemple, annexé avec des gros poulaillers et tout.
Non, c'est la fatigue, ça. Et oui, il faut savoir que 45% de la viande de volaille qui est consommée en France est de la viande d'importation. Alors on importe notre volaille, on importe nos produits de volaille et on exporte nos propres produits. Alors on a beaucoup travaillé sur la question agroalimentaire et le travail on a beaucoup travaillé sur la relocalisation de l'alimentation. Nous, écolos, alors j'y étais en 2014, avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, on avait réussi à faire entrer dans la loi les projets alimentaires territoriaux. Projets alimentaires territoriaux, nous on aurait souhaité qu'ils soient obligatoires sur tout le territoire, c'est juste facultatif, mais il y a un certain nombre de territoires où il y en a. Mais lorsqu'il est bien fait un projet alimentaire territorial, dans sa philosophie, c'est faire en sorte, on prend un territoire, on prend Lyon et tout son territoire au sens large, où il y a des terres agricoles, des terres où on peut produire. Comment faire en sorte qu'à l'horizon 2030-2035, la majeure partie des produits consommés sur la ville de Lyon soient produits sur la région de Lyon. On dit là encore, c'est d'utopie. Si c'est organisé, eh bien ça peut marcher, mais ça veut dire que l'agroalimentaire se retrouve hors jeu, la grande distribution se trouve hors jeu. Et sauf que tout le monde y retrouverait son compte parce qu'il y a un nouvel agroalimentaire qui pourrait se mettre en place, non pas gigantesque, mais de proximité, et une nouvelle distribution qui ne soit pas de la grande distribution. Mais alors ceux-là, comme ils ont les manettes et ils savent faire du lobby, ça a du mal à avancer. Mais quand même, si les idées de relocalisation de l'alimentation avancent énormément auprès de l'opinion publique, on a utilisé le levier de la restauration collective. Donc ça, on avait réussi à faire en sorte, que dans la restauration collective, il y ait obligation à 50% de produits locaux, dont 20% de produits bio. Donc là, ça avait été de la grosse bagarre pour les 20% de produits bio. On y était arrivé, sauf que donc la loi est passée, c'est obligatoire. Mais sauf que c'est pas appliqué et personne ne dit rien. C'est-à-dire qu'on est en moyenne à 7% de bio. Dans les grands moyens, parce qu'il y en a, mon Sartou, c'est à 100%. Donc il y a moyen, mais il n'y a pas une véritable volonté de faire. Merci beaucoup. À une échelle un petit peu plus globale, comment est-ce que vous évaluez la coopération qui existe entre la France et les autres pays en matière justement de régulation des pesticides? Alors, il y a, par rapport à notre pays, les agriculteurs disent qu'il y a de la concurrence déloyale, il y a des produits qui viennent de l'étranger et qui sont produits avec des molécules qui sont interdites en France, ce qui est vrai. Alors, on parle de clause miroir, à savoir interdire à l'importation ce qui est interdit sur le territoire national. Mais ça a du mal à avancer. Et donc la coopération là. Le problème de la coopération, puisqu'on est en politique, l'Europe, le territoire de coopération idéal, c'est l'Europe, l'Union européenne. Et là, on a de quoi faire si on s'entend tous, mais comme on ne s'entend pas politiquement, et que ce sont les autres qui gagnent, on a du mal. Alors, par rapport à l'étranger, un détail sur les pesticides encore qui n'est pas un détail, parce qu'on a débattu là-dessus. Les lobbies avaient réussi à faire en sorte qu'on permette la poursuite de la production de pesticides interdits en France et en Europe pour l'exportation vers des pays tiers. Et ça se pratique toujours. Donc on était monté au créneau, mais c'est absolument scandaleux, quoi. Non, parce que c'est des poisons, on se les interdit chez nous, mais c'est des poisons qui vont être bons pour les autres. Alors notamment les pays africains. Donc ça fait partie des... Mais pour moi, ça va pas pouvoir durer comme ça. Merci. Et donc du coup, maintenant, comme vous êtes plus sénateur, comment comptez-vous contribuer à cette sensibilisation
en cherchant à sensibiliser davantage les décideurs politiques, mais aussi le grand public, du coup, concernant les enjeux liés à l'utilisation de ces pesticides. Les grands publics, j'y suis là, notamment les publics jeunes. Pour moi, c'est drôlement important. J'apprécie d'être là. Je vais attendre vos questions ensuite, au-delà des questions que vous m'avez posées. Et alors, quand on n'est plus élu, on a beaucoup moins de levier. Sauf que lorsqu'on est un peu reconnu, on a une parole qui peut porter. Et puis, alors, il y a un autre défi que je me suis donné, puisque au niveau de l'Europe, ça n'a pas fonctionné, la loi Labbé devenant européenne. Je vais travailler, en commençant à parler avec Génération Future, je voudrais devenir l'ambassadeur de cette loi pour aller, pays par pays, essayer de faire en sorte que des majorités émergent pour que sur chacun des pays, eh bien, la législation française soit appropriée par les majorités des pays tiers. Cette idée me plaît bien, donc je vais la poursuivre. Merci. En considérant une transition vers des pratiques agricoles qui sont plus durables, comment est-ce que, ou plutôt, quelles mesures est-ce que vous recommanderiez pour minimiser les possibles impacts qu'il peut y avoir sur les communautés agricoles pendant cette transition-là? Minimiser les petits impacts. Minimiser les impacts qu'il peut y avoir, les impacts économiques ou sociaux qu'il peut y avoir pendant cette transition. Oui. Alors, pour moi, la transition, il ne faut pas qu'elle tarde parce qu'il est tard. Je pense qu'on peut y aller graduellement. Alors, il y a un impact important, c'est sur la qualité de l'eau. Sur les eaux, la plupart des eaux de consommation sont polluées par les pesticides et les nitrates. Ça coûte entre 1 milliard et 1,5 milliard chaque année pour la réhabilitation de la qualité de l'eau. Alors, comment faire en sorte, là encore c'est la loi, je l'avais proposé, faire en sorte que sur les périmètres de protection de captage, sur les terres qui sont autour des périmètres de captage d'eau, on interdise l'épandage de pesticides. Alors, ça a du mal à avancer, mais je pense que ça, on va y arriver. Enfin, mes collègues vont y arriver tellement. Il y a la question de l'opinion publique. Et les gens qui disent, mais c'est pas possible, parce que c'est du bon sens. D'autant plus qu'il y a des alternatives possibles. Mais beaucoup disent, ouais, mais l'agriculture biologique ne peut pas nourrir. Et elle est montrée du doigt, alors qu'elle est louable et elle peut bien fonctionner. On a aussi travaillé sur la question des externalités négatives. L'agriculture conventionnelle, externalités négatives, l'impact sur l'eau, mais l'impact sur la qualité du sol, l'impact sur la qualité de l'air, l'impact sur sur les pollinisateurs, l'impact sur la santé humaine, c'est un coût énorme que ça coûte à la société. Et nous, on souhaite à ce que les agricultures dites vertueuses reçoivent des paiements pour services environnementaux, parce qu'eux, ils ne coûtent pas, mais ils apportent de la protection au bien public, donc ça mériterait d'être rémunéré à la hauteur. Et à ce moment-là, les produits bio ne seraient pas plus chers que les autres, sinon moins. Vous dites vouloir une progression, c'est-à-dire par réforme, à peu près, et pourtant, paradoxalement, vous prenez des mesures qui sont radicales. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, il y a un moment où les mesures radicales, il faut les poser dans des secteurs où elles peuvent être posées. Autrement, c'est des trajectoires. Mais soit la trajectoire elle est trop souple et ça n'avance pas. Donc il faut que les trajectoires soient attendues. Donc il faut être coercitif. Pour moi, il faut être coercitif. Là encore, c'est le rôle de la politique. Est-ce que c'est pour accompagner le mouvement ou bien est-ce que c'est pour donner les tendances dans le sens de l'intérêt général? Vous vous dites utopiste. Pourquoi utopiste? Parce que j'ai toujours cru en des choses pas possibles. Et il y a une phrase de Mark Twain que j'aime bien. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça me plaît bien. Alors le côté de l'utopie, je le mets en avant. Parce que
derrière l'utopie, il y a le rêve. Moi, je suis un rêveur. Je trouve que dans cette société-là, on manque de rêve, on manque et donc derrière, il y a, oui, c'est pas que la politique, pour moi, derrière, il y a tout ça. Moi, je rêve et on a ce qu'il faut pour ça, à ce qu'il y ait des projets collectifs extrêmement ambitieux. Vous, les jeunes globalement, on dit il manque de projets pour l'avenir. Alors moi, ma réponse c'est les projets de l'avenir, quand on va dire en 2050, on ne sait pas comment va être la planète. Alors, à l'inverse, si on se prend en main et on travaille là-dessus, notre projet, c'est de sauver l'histoire, parce qu'on en est là. Mais tout le monde, enfin, la grande majorité des gens, en particulier des jeunes, va s'y mettre, et ça, c'est pour nous encourageant. Par contre, là, on touche l'utopie, mais l'utopie comme une nécessité. Vous vous dites utopiste, vous vous dites rêveur. Est-ce que vous avez déjà été déçu par la lenteur du processus ou par l'inefficacité de certaines mesures? Énormément. Énormément déçu. Des fois, j'ai été désespéré. Des fois, je me suis énervé. Mais toujours je me dis, on va y arriver. Et je me le dis encore. Merci beaucoup. Et on va poser une dernière question avant de vous faire passer le micro si vous avez des questions. Quel message est-ce que vous aimeriez faire passer aux citoyens, aux étudiants et aux gens qui vous écoutent par rapport à l'importance de réguler les pesticides? Alors, l'agriculture, tout ce que vous prenez en fait. J'observais ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, ce que j'ai envie qu'on réenchante la vie, qu'on réenchante les rues, qu'on réenchante les terres agricoles. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. En particulier, il y a le progrès, parce que certains pourraient dire, ouais, mais vous allez revenir à la bougie. Il y a un progrès extraordinaire dans tous les domaines. On a un progrès extraordinaire qui devrait être mis au service de l'intérêt général et des générations futures. Comme ça devrait, au fil du temps, ça va le faire comme ça. Forcément. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Je ne peux pas passer le micro parce qu'en fait il y a un fil. Ouais, mais à vote ça suffit. Il marche pas. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Alors, moi je suis fils d'agriculteur et donc je voulais savoir concrètement comment dans le monde agricole et même dans le monde en général, comment on remplace les pesticides, parce que quand même globalement les pesticides, par exemple, je prends l'exemple du glyphosate, ça soulage quand même énormément le travail des agriculteurs, ça fait énormément de boulot, et quand on voit les alternatives qui sont souvent pas au niveau en face, comment concrètement on les remplace les pesticides, comment on donne des solutions aux agriculteurs pour faciliter leur travail au quotidien. Donc c'est aussi en emmenant les agriculteurs et pas à les montrer du doigt, parce qu'on pourrait penser que je montre du doigt les agriculteurs. Effectivement, il faut les emmener vers là, les accompagner. Alors la question, ouais, mais il n'y a pas de solution. Par rapport au Roundup, il n'y a pas de solution, molécule. Les réponses, c'est rotation longue de culture, c'est cultures associées, c'est sortir de la monoculture avec des grands champs, c'est remettre en place les haies bocagères où il y a les auxiliaires de culture qui sont là. Enfin, il y a toute une autre logique, mais qui est pratiquée par l'agriculture biologique. Mais alors, je reconnais que ce n'est pas simple, je reconnais qu'il faut travailler avec les agriculteurs, mais il faudrait pour ça qu'il y ait une forme de culture commune. Moi, je rêve que le syndicat FNSEA dise, bon, on ne peut pas continuer comme ça, comment on va faire ensemble. Parce que derrière, il y a le Roundup et il y a les autres molécules. Personne ne peut nier la chute de la biodiversité, est directement liée
aux molécules de pesticides. Donc il y a un moment où ça, il faut trouver des solutions. Et il y en a dans la mesure où on les cherche. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Vas-y, Métis. Bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches? On a beaucoup parlé de ce qui n'allait pas. Là, on commence à parler un peu de ce qui pouvait aller avec l'agriculture biologique, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites à ce niveau-là, voire d'expérimentation avec des agriculteurs sur le territoire, sur l'agriculture biologique et sur différentes formes d'agriculture? Il y a de la recherche privée. Je citais Bayer tout à l'heure. Eux, ils font énormément de recherche. Ils se sont regroupés dans un agglomérat qui s'appelle Phytéis, donc tous, Syngenta, ils sont tous. Donc eux, ils ont des gros moyens, je le disais tout à l'heure. Maintenant, effectivement, pour avancer, il faut des moyens. C'est ce que nous disait le directeur adjoint de l'INRAE. Et il faut et c'est des moyens qui ne sont pas forcément gigantesques. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de la recherche appliquée en lien avec les agriculteurs. Parce que les agriculteurs bio, notamment, eh bien, ils expérimentent, parce que c'est vrai que quand il y a des charbons dans les champs, c'est hyper difficile de se défaire des charbons. Comment, collectivement, en expérimentant, on peut arriver à avancer là-dedans. Les agriculteurs bio, qu'on le veuille ou non, ils ont bien avancé dans pas mal de domaines. Mais ce n'est pas suffisant, effectivement. Et alors après, sur le mode de travail et le modèle agricole, on en est encore beaucoup à la monoculture, parce qu'on appelle monoculture des grands champs d'une seule variété, une seule culture. Et ça, évidemment, pour la biodiversité, c'est négatif, mais aussi pour les maladies, pour les attaques de ravageurs, c'est pas des bonnes façons, parce que c'est toute la récolte qui peut être perdue. Alors, en agriculture paysanne, ce sont des mosaïques d'agriculture qui sont faites, avec du maïs à côté du blé, à côté des choux et autres, ou des betteraves. Le problème de la betterave avec les néonicotinoïdes, c'est aussi le résultat de monoculture de betteraves. Je peux parler de rebondir, ou je sais pas si quelqu'un d'autre. Donc, je viens de la Drôme, mais du coup, on a un territoire où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Et je pense notamment, il y a une ferme pas loin de chez moi où ils pratiquent, alors je crois que ça s'appelle l'aquaponie, je suis pas sûr, mais où du coup ils font une culture en lien, il y a les élèves des poissons, il y a tout un circuit qui se fait, bref. Et est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner ceux qui mettent ça en place, rendre compte et servir un peu de base de données entre guillemets, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des organismes qui se chargent de tout ça? Donc que ce ne soit pas des agriculteurs un peu isolés qui fassent leur truc de leur côté. Donc je sais que ça existe, ces pratiques-là. Maintenant, est-ce que c'est accompagné? Je ne suis pas sûr. Alors il y a un institut avec lequel on travaillait beaucoup, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique. Mais eux, ils ont très très peu de moyens. Mais effectivement, ce genre de pratique mérite d'être accompagné et soutenu. Alors, j'avais la... Vas-y. Alors, derrière toi, et puis après, ce sera juste toi. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était super intéressant. Moi, je viens du monde de la recherche. Je ne suis pas particulièrement focalisée sur l'écologie, mais en y pensant, et vous allez peut-être me rafraîchir la mémoire si je dis des choses, mais du coup, le glyphosate va détériorer les sols. Plus on l'utilise, plus c'est pire. Et il y a ça touche la biodiversité. Et en fait, j'ai regardé rapidement des papiers qui avaient été publiés et je me suis demandé si c'était possible de le neutraliser. Et si oui, est-ce qu'il y a des choses qui sont... il y a par exemple des matrices d'hydrogène, je ne sais pas si... quelque chose qui piège le glyphosate et qui peut-être pourrait être utilisé sur les champs, mais les papiers ont l'air assez vieux. Et je voulais savoir si, dans les débats que vous avez pu entendre, c'était des points qui étaient abordés ou pas. De pouvoir agir dessus en mode, les dégâts qui ont été faits, mais est-ce qu'on ne peut pas piéger le glyphosate qui est encore présent dans les sols et qui continue à faire des dégâts? Je ne sais pas si c'est clair. Ah oui, c'est dans l'hypothèse, on ne l'utilise plus, mais il est présent dans le sol. Exactement. Une fois qu'il est déjà dans le sol, alors, et que, par exemple,
que les personnes vont arrêter de l'utiliser, mais Oui. il est toujours, enfin, Oui. il est quand même dedans. Ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Et il n'y a pas que le glyphosate. Il y a dans les sols, on retrouve plein de produits, de molécules, certaines qui ont été interdites depuis 20 ans, que l'on retrouve encore, notamment leurs métabolites. Et ouais, donc alors, sûrement qu'il y a de la recherche, mais je ne suis pas au fait de ce qui se passe. Alors, si on revient encore au glyphosate, parce que le glyphosate, on dit, eh bien, il y a quelque chose, ça va être miracle. Pour certains disent agriculture de conservation, grâce au glyphosate, on peut préserver les sols. Il y a une part de vérité derrière, mais pas tout. On nous a expliqué, enfin, on sait, tout le monde le sait, on prend une poignée de terre quand elle est bien vivante, bien cultivée. Il y a plus d'êtres vivants que d'habitants sur la planète, dans une poignée de terre. On y met une dose de chimie là-dedans. On ne maîtrise pas ce que ça peut faire. Alors on va dire, ouais, il n'y a pas d'impact, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Et alors il y a une autre chose qui est intéressante pour les futurs chercheurs. Par exemple, pour les antibiotiques, il y a eu des résistances qui ont été développées. Donc après, il y a la résistance aux antibiotiques parce qu'on a trop utilisé. Sur le glyphosate, il y a des plantes. Donc le glyphosate, toutes les plantes non désirables, elles sont grillées. Eh bien, on se rend compte maintenant qu'il y a des plantes qui ont développé des résistances et qui font en sorte que le glyphosate ne les touche plus. En fait, c'est le côté hyper bien fait de la nature. Une plante en milieu hyper hostile finit par essayer de se débrouiller parce que derrière il y a la question de la survie. Et là, ce genre de choses avec le glyphosate, on ne le maîtrise pas du tout parce qu'on est dans le court terme. Merci. On avait une question juste devant, je crois. Oui. Bonjour, merci encore pour votre intervention. C'était un peu deux questions en une, mais la première, c'est que du coup, je me demandais, vous parliez justement de l'action non violente et de l'action violente active, justement, et tout à l'heure, et je me posais un peu la question de vos liens avec les associations militantes autour de justement la régulation des pesticides et le rôle que ça a pu avoir dans votre travail de sénateur. Voilà. Et après, l'autre question, c'était un peu de l'autre côté. Est-ce que vous avez eu des liens justement contre justement les lobbies dans ce travail de sénateur, en sachant que par exemple, je sais que du coup, en Bretagne, c'est un territoire où il y a eu beaucoup des affaires autour par exemple des algues vertes avec la pollution en nitrate, et je me posais la question si sur votre territoire, il y a c'est cette question-là aussi. Oui. C'est un peu dense. Pour la deuxième partie, effectivement, la Bretagne est très très touchée par l'agriculture intensive, par l'élevage intensif aussi, puis les résidus de l'élevage intensif que sont les lisiers de porc et tout ça. Donc ce sont des vrais problèmes et on en paye le prix fort au niveau de la qualité de l'eau. Au début, c'était votre rôle, votre lien avec les associations. Oui. Ouais. Alors, parmi les associations, il y a les ONG. J'ai évoqué Greenpeace tout à l'heure, mais les Amis de la Terre, j'ai un réseau d'ONG extraordinaires avec lesquels on a pu travailler, qui sont lanceurs d'alerte. Et les ONG, j'ai vu l'évolution. Avant, les ONG, c'était beaucoup des gens, des jeunes en particulier, avec les bannières. Au fil du temps, ils gardent toujours leurs convictions, mais il y a des jeunes qui ont des formations intéressantes du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue juridique, et qui sont à même de créer des plaidoyers. Et pour nous, les parlementaires, nous apporter des arguments. Ils sont même en capacité de faire des propositions d'amendements. Et moi, j'ai trouvé ça drôlement intéressant que ce soit eux. Et eux, alors on dit, ouais, mais ils font du lobbying aussi. Leur lobbying est différent parce qu'il est pire. Il est d'abord désintéressé, mais en plus, il est intéressé pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé avec eux.
j'ai parlé de Jean-Marc Bonmatin tout à l'heure, le scientifique sur les abeilles. Il a monté un collectif avec lequel je travaille bien aussi, qui s'appelle Sciences Citoyennes. Des chercheurs dans tous les domaines qui se sont dit, nous on fait des recherches, on fait des rapports, on le donne à notre hiérarchie, puis après on ne sait pas ce qu'il devient, et bien souvent il ne devient rien du tout. Et ils se sont dit, nous on va faire du direct maintenant avec les politiques et tout ça. Et donc j'avais trouvé ça drôlement intéressant de bien travailler avec eux, parce qu'il y a le côté citoyen aussi, y compris dans les grosses entreprises maintenant, il y a des gens qui ont un esprit citoyen et qui veulent faire bouger les choses. Et alors l'autre côté, c'est l'association militante dans toute sa splendeur, les soulèvements de la Terre. C'est normal que des mouvements comme celui-là existent, c'est généré par la façon de fonctionner. Maintenant, moi je me dis toujours, et je leur dis, faites gaffe de ne pas tomber dans la violence, parce que ça va vous tout discréditer. Et voilà, maintenant ils ont réussi à faire bouger des choses, à arrêter des projets, que ça va être nécessaire sur les réponses à donner, une perspective d'avenir. Il faut bien trouver des manières de freiner les choses. C'est là où, pour moi, il ne faut surtout pas que ça soit dans la violence. Et dans la non-violence, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et avec des compétences, parce qu'il y a plein de gens qui ont des compétences, et on ne va plus leur raconter des histoires. C'est là où c'est bien intéressant. Merci. On avait une autre question. Au vu du réchauffement climatique, du changement climatique, il y a de plus en plus de sécheresse, comme on voit ces dernières années, de plus en plus de canicules et moins de moissons. Et en fait, je me demandais comment est-ce que ça serait viable un monde où on n'utilise pas les pesticides, parce que beaucoup d'agriculteurs se plaignent de ne pas être rentables, enfin d'agriculteurs qui sont encore dans l'agriculture intensive, de ne pas être assez rentables s'ils n'utilisent pas de pesticides, car on va dire que plus rien ne pousse ou que leur terre est trop asséchée en nutriments dans le sol. Alors, c'est toute la problématique. Pourquoi la terre est asséchée en nutriments? C'est par les pratiques. Une terre exploitée en biologique, elle a une matière organique qui est extrêmement riche. Et elle est pour retenir l'eau, pour filtrer l'eau, elle est nettement meilleure. Pour la vie du sol et donc l'ensemble de la biodiversité, elle est nettement meilleure. Alors effectivement, il y a ceux qui vont dire ouais, mais on ne pourra pas nourrir la population avec des agricultures comme ça. Alors c'est la même chose, ça ne peut pas être du jour au lendemain, mais il faut qu'il y ait une trajectoire bien nette. Mais je le redis encore, il faut changer les habitudes alimentaires, ça c'est clair. En finir aussi avec les importations de choses alors, le côté exotique, qu'on continue de manger des bananes et des oranges, c'est évident, des avocats aussi, dans la mesure où ils sont produits dans des bonnes conditions. Mais des importations massives telles qu'on le fait, c'est hors jeu maintenant. Rien que le prix du transport, mais d'un point de vue équilibre planétaire, ça ne peut pas tenir la route. Je parlais de la relocalisation de l'alimentation. Derrière la relocalisation, c'est la souveraineté alimentaire des territoires. Mais si on parle des pays du Sud, par exemple, parce que la canicule et le dérèglement climatique, eux, ils le payent encore bien plus cher. Et comment faire? On a un devoir d'aide au développement pour faire en sorte qu'ils puissent continuer de produire là-bas. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on va y arriver tout de suite à la question des migrations. Parce que les gens, ne pouvant plus vivre et faire vivre leur famille là-bas, forcément, ils vont tout faire pour essayer de venir là où il y a de quoi manger. Donc ça, c'est des vrais sujets actuels de société. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Tout à l'heure, vous avez parlé des capacités de financement des secteurs, des acteurs dans le privé. Vous avez parlé de Bayer. Est-ce que vous pensez qu'ils jouent un rôle positif? Parce que du coup, là récemment, dans un cours, j'ai fait une présentation sur Danone et ils mettaient vachement en avant leur côté main dans la main avec les agriculteurs, font de la recherche sur l'agriculture régénératrice, etc.
Mais bon, mon rôle là c'était plus de mettre en valeur Danone et pas d'aller chercher la petite bête, est-ce qu'ils le font vraiment. Du coup, quel regard vous avez là-dessus? Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle positif là-dedans? Alors, Danone ou Bayer? Les deux. Alors ce serait, non, Bayer, je ne rêve pas trop, ce serait un vrai idéal que Danone. Alors Danone a fait des choses exemplaires jusqu'il y a 3 ou 4 ans. On avait reçu le big boss de Danone et il avait un discours extrêmement intéressant. Depuis, je ne sais pas ce que c'est devenu. En tout cas, il y a ceux des grosses entreprises qui sentent que leur intérêt, parce qu'il y a aussi ceux qui sont citoyens et qui se disent on doit aussi apporter notre contribution. Là encore, rêvons. Mais pour moi, il faut inciter, il faut interpeller aussi ceux qui ne vont pas bien. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vas-y. Bonsoir. J'avais une question au sujet, c'est un petit peu en lien avec l'agriculture encore, cette fois-ci pas forcément face aux pesticides. Et vous, quand vous étiez maire de Saint-Nolff, j'imagine que vous avez eu la grosse pression de vannes qui grandit et qui attire beaucoup de monde. Et donc une grande artificialisation des sols, puisque beaucoup de monde arrive, forcément veut une maison. Et j'imagine que c'est un enjeu quand même important de garder des terres agricoles, parce que le bio avec un rendement un peu plus faible, on a besoin de terre. Comment est-ce que vous avez géré cette époque à Saint-Nolff? Ouais. Ça, on en a débattu beaucoup. Parce qu'en plus, on était victime historiquement du mitage, c'est-à-dire des villages qui avaient grossi comme ça, en gagnant sur les terres agricoles. Un peu après que je suis arrivé maire, on a revu le plan local d'urbanisme d'une manière extrêmement serrée, dans la logique de ce qui a été fait après. Et donc il y a des terres qui étaient urbanisables, pardon. Il y a des terres qui étaient urbanisables et qui n'étaient pas urbanisées, donc on les a remises à l'agriculture. Donc là, ça a valu énormément de... Là, il y a des gens qui m'en ont voulu, qui m'en veulent encore d'ailleurs, estimant que je les avais spoliés. La réponse qu'on avait donnée parce qu'il y avait une demande, comme partout là-bas, de gens pour venir sur la commune, c'est là où on avait lancé l'écocité, 130 logements, avec des petits terrains et avec toute la logique de l'écocité, pour dire oui, on accueille, mais on accueille pas n'importe comment, on accueille de manière organisée. Et on préserve, derrière, on préserve les terres agricoles pour qu'on puisse garder de la terre agricole. Et alors, évidemment, il y a ceux qui n'ont pas admis, mais il y a ceux qui ont trouvé ça bien. Alors, dans la politique de maire, comme j'étais assez ambitieux ou offensif, il y a une partie des gens qui étaient tout contents d'avoir un maire comme ça. Il y a une autre partie qui n'était pas contente du tout. Et au milieu, des gens qui sont là, qui voient, qui font leur propre avis, c'était ceux-là qui faisaient pencher la balance d'un côté ou de l'autre. D'où la raison pour laquelle je voulais associer les gens, faire du débat, pour que les gens y comprennent. Et dès l'instant qu'on fait de la pédagogie auprès des gens et qu'on est dans une logique, qu'on n'est pas intéressé pour soi-même, finalement ça s'entend et les gens sont à même de bien avancer. Merci beaucoup. Vas-y. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Oui. Vous êtes jeune, vous êtes souriant, gardez bien la pêche, gardez bien le sourire. Et au sens large, vous ici, mais avec tous les gens que vous connaissez, eh bien allez-y. Mais vous, étudiants de Sciences Po, vous avez un rôle plus important encore. Parce que d'abord, vous avez une autre perception, vous avez déjà des outils en main, de la connaissance du fonctionnement politique, parce que ce côté-là est drôlement important aussi. Il y a des gens qui ne comprennent pas la politique, et les politiques peuvent leur dire n'importe quoi. Vous, on ne peut pas vous dire n'importe quoi. Vous souhaitez un bel avenir
un bel avenir commun, parce que je ne suis pas encore tout à fait foutu, et je me dis, moi je vais essayer de continuer à faire ce que je peux, mais en lien avec les jeunes, faire en sorte que eh bien, on arrive ensemble à rectifier le tir, quoi. Donc c'est de l'espoir définitif, parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a pas le droit de se dire on ne sait pas, on verra bien comment ils vont faire pour nous. Non, c'est pas ça, on y va. Et par contre, tout seul, comme vous, hein, quand on est tout seul, quand on est fatigué, on se dit ouais, c'est bon, on va pas y arriver. Par contre, quand on se met à discuter, qu'on est plusieurs, et qu'on mène nos questionnements en commun, eh bien, on y arrive et vous allez y arriver, on va y arriver. Merci beaucoup. Vas-y, Antoine. Petite question. Je viens moi aussi d'un territoire très rural comme quelques autres de mes camarades, et ça fait quelques années qu'on a eu une grosse aide de l'État sur la conversion donc, du conventionnel vers l'agriculture biologique, incitée par les pouvoirs publics. Et le département du Nord auquel je suis originaire a été presque précurseur et avait lancé une grosse dynamique là-dessus. Et malheureusement, on se rend compte que depuis quelques années, le biologique intéresse un peu moins. On a même beaucoup de déconversion, donc du bio vers le conventionnel de nouveau, parce que soit les agriculteurs n'arrivent plus à s'en sortir au niveau de leur équilibre économique, tant parce que les consommateurs ne consomment plus forcément du bio, mais s'intéressent plutôt à consommer local, quitte à ce que ça soit quitte à ce que ça émane de l'agriculture conventionnelle. Donc, quels sont les leviers qu'on pourrait utiliser pour que, à la fois, les pouvoirs publics continuent à accompagner les agriculteurs dans leur conversion vers le bio, dans la mesure où c'est possible dans leur équilibre économique, tout en évitant une explosion des prix, parce qu'on a aussi les consommateurs qui font face à une grosse variable que sont les prix, et malheureusement le bio reste accessible qu'à une seule partie de la population qui est en mesure de se procurer du bio. Donc tu as parlé de l'aide à la conversion qui existait et qui existe toujours. Mais il y avait une aide au maintien. Dès l'instant qu'il y avait eu la conversion, il y avait une aide au maintien pour les premières années, aider les agriculteurs à tenir. Donc ça a été oublié, il n'y a plus l'aide au maintien. C'est pour ça que les aides auprès de l'agriculture bio ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et je reviens, parce que ça a son importance sur la question des externalités négatives, si on les prenait en compte, ça changerait tout. Alors, effectivement, la consommation des produits bio a diminué. Effectivement, il y a la question du pouvoir d'achat, mais pas que. Il y a les labels qui sont concurrents, alors qu'ils n'ont pas les mêmes exigences. Et puis, les mesures qu'on a souhaité mettre en place. Par exemple, mine de rien, les 20% bio dans les cantines. On ne devrait même pas se poser de questions, l'État ne devrait pas se poser de questions, on doit donner les moyens pour le faire. Et ils ne le font pas. Les projets alimentaires territoriaux, si véritablement il y avait une volonté, là on revient vers le local trouve sa place, mais le bio dans le local trouve aussi sa place. Et si les économies d'échelle peuvent se faire en fonction des volumes, non pas sur la ferme elle-même, parce que les agriculteurs bio ne peuvent pas exploser leur productivité. Mais par contre, ils peuvent produire correctement. Est-ce qu'on a encore une question? Vas-y. Vous avez parlé justement de la prise en compte des externalités négatives. Et ben, justement, je posais la question, comment on pourrait les prendre en compte? Alors, d'abord, les évaluer. L'eau, c'est fait. La fourchette est assez importante, entre 1 milliard et 1,5 milliard. Sur les pollinisateurs, parce que la valeur économique de la pollinisation est extraordinaire. Là, on n'a pas les chiffres, on a demandé à ce qu'il soit fait. Sur la santé humaine, même chose, ça coûte énormément à la société. Alors on sait maintenant que la maladie de Parkinson et le cancer de la prostate sont reconnus
maladie professionnelle pour les agriculteurs. Ce qui voudra dire que la mutualité sociale agricole devra payer, devra indemniser. Et tu vas répéter un peu la question? Non, mais je trouve ça intéressant. Enfin, vous disiez justement comment on pouvait prendre en compte les externalités négatives. Oui, alors une fois qu'on les a évaluées, c'est dans le cadre du fléchage des fonds européens, puisque c'est 9 milliards chaque année de fonds européens qui vont vers l'agriculture, flécher une part plus importante vers les agricultures vertueuses qui ne génèrent pas de coûts externes, si tu veux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Pardon. C'est au niveau des labels, est-ce qu'ils sont réellement fiables? Alors, le label agriculture biologique, il est hyper serré. Hein. Celui-là, oui. Le HVE n'est pas fiable. Enfin, si, c'est un label, mais les exigences, les contraintes sont telles que pratiquement toutes les agricultures peuvent être HVE, à très peu de choses près. C'est là où ce label-là, il vient concurrencer d'une manière extrêmement déloyale le label bio. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, ou alors on va conclure la séance? Merci beaucoup à tous d'être venus. Je crois qu'Antoine a un dernier mot à dire par rapport à la prochaine conférence. Oui, c'est ça. Avant de conclure, on vous invite d'ores et déjà, et vous avez l'information en exclusivité, la semaine prochaine, on reçoit la porte-parole du ministre de l'Intérieur, qui sera là mercredi à partir de 18 h. La billetterie arrive prochainement. Donc on vous invite, comme aujourd'hui, à venir passer un moment d'échange et d'échange de grande qualité avec nos invités. Donc voilà, je te laisse passer le mot de la fin. Mais encore merci, monsieur l'abbé, de votre présence. Merci beaucoup, monsieur Joël Labbé, pour cette longue présentation, votre parcours et pour toutes les réponses que vous avez données à nos questions. Merci beaucoup. Moi, comme je l'ai dit, c'était vraiment un moment intense pour moi, ce type d'échange. J'en ai besoin pour me nourrir aussi. Et puis la qualité de l'accueil et de l'organisation, bravo. Et puis,